Et le dernier intervenant, Pierre Ouin, donc champion olympique à Rio en 2016, champion du monde, champion d'Europe d'aviron 2 de coupe poids léger et coordinateur donc, du coup, de la CRDS Grand Est, Conférence Régionale du Sport, qui est l'organe déconcentré de l'Agence Nationale du Sport. Je ne me suis pas trompé, Pierre? Tout est bon. Pierre, je te laisse faire. Je me fais ça. Bonsoir à toutes et à tous. En effet, ça va être compliqué de passer derrière ces deux masterclass qui sont succédés. Finalement, en fait, il y a énormément de liens à faire. L'idée, c'est que je puisse le faire à travers mon parcours de sportif de haut niveau, mais aussi avec mon activité professionnelle du moment. Des tas de choses, je pense que je vais en oublier parce que j'ai l'impression qu'à chaque phrase, il y avait vraiment du lien à faire avec mon activité du moment. Du coup, déjà un grand merci pour cette présentation, Régis, et puis pour aussi François juste avant, parce que je crois que c'est, même quand on est convaincu, et c'est là qu'on mesure aussi la qualité d'une prestation, même quand on est convaincu, on a quand même une prise de conscience. Je pensais être déjà conscient de certaines choses, mais pas à ce point-là. Donc merci pour la qualité de ces prestations. Je me présente rapidement, donc moi je m'appelle Pierre, j'ai été sportif de haut niveau en aviron, donc là voilà, vous allez vous dire tout de suite, je vais parler sport de haut niveau, mais non, pas forcément, c'est simplement pour vous reposer le contexte. Comme on parlait tout à l'heure, il y a à la fois la détection, l'envie de faire des médailles au jeu, et puis il y a aussi l'envie d'avoir une population en fait tout simplement en bonne santé. Et donc du coup, j'ai été sportif de haut niveau en aviron pendant une dizaine d'années. Je suis devenu en effet 3 fois champion d'Europe, quadruple champion du monde et champion olympique, notamment à Rio en 2016. Donc voilà, en 2 de couple poids léger, à 2 sur un bateau. Donc voilà, ça c'était pour le côté sportif de haut niveau. On pourra y revenir si nécessaire. Mais aujourd'hui, je travaille surtout pour le comité régional olympique et sportif du Grand Est, et plus précisément pour l'Agence nationale du sport et pour le ministère des Sports. Et toutes ces thématiques qui ont été soulevées ce soir fait l'objet aujourd'hui de mon travail. Et l'idée, c'est qu'on puisse faire nourrir, faire naître des projets en territoire qui sont en lien avec certaines grandes problématiques, des missions entre guillemets un peu sociétales. Donc la dernière en date, c'est celle pour laquelle j'ai élaboré un grand projet sur la lutte contre les noyades. Et la sédentarité, il se trouve que ce sera le 2e ou le 3e grand projet dont j'essaierai de réunir les acteurs principaux. Donc voilà, simplement j'ai envie de rebondir parce que du coup j'avais des exemples et je ne pouvais pas forcément couper la parole sur le fait de casser la sédentarité au travail. Aujourd'hui, au CROSS, on essaie, en tout cas les collaborateurs essaient d'impulser et d'incarner un peu aussi le fait d'être en bonne santé et puis de casser cette sédentarité parce qu'on a des modes de travail qui sont aujourd'hui différentes et c'est marrant qu'on en parle parce qu'encore hier, je découvrais un collègue qui a fait du coup livrer un bureau qui donc du coup est ascendant, qu'on peut régler comme on veut, et qui l'a doublé donc du coup avec un tapis de marche. Donc en fait, et il a donc animé, il a un peu fait le buzz pour ça, il a animé un webinaire en étant debout et en marchant en même temps et en répondant sur le chat. Bon là voilà, taper en même temps, moi je suis pas sûr d'être capable de le faire, mais en tout cas juste de pouvoir en fait discuter de manière tout à fait normale comme si on était en train de marcher. Alors il tapait pas un marathon et il courait pas non plus à 15 km/h. Mais voilà, il marchait sur toute la durée de son webinaire. Donc en fait là, il a prouvé qu'il faisait pas seulement une pause, il cassait pas seulement sa sédentarité, mais il optimisait en fait à la fois l'atteinte des recommandations, avec en plus de ça le fait qu'il travaillait, mais qu'en plus qu'il travaillait bien. Parce que du coup, on a vu avec les images de scanner sur le cerveau que le fait de travailler en fait en oxygénant son cerveau, ça nous rendait plus efficaces. Donc voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Simplement, moi, à travers mon expérience, j'aimerais aussi faire le lien avec la période que je traverse en ce moment, parce que je suis surtout là pour témoigner. 10 ans de haut niveau, 10 ans à s'entraîner au moins 30 heures effectives par semaine. On parle de la pratique de l'activité physique et sportive comme étant bénéficiaire, qui nous rend des bénéfices donc pour le corps. Aujourd'hui, quand on est sportif de haut niveau, on est face à une problématique dans un premier temps, c'est qu'on est au-delà de ses recommandations et que le sport de haut niveau aujourd'hui n'est pas bon pour la santé. Simplement, quand tout ça s'arrête, le sportif de haut niveau bascule dans une société dont il n'a pas les codes, déjà, et aussi fait face à une autre problématique, c'est que, ça dépend des raisons pour lesquelles il a arrêté aussi, mais pour certains qui arrêtent parce qu'ils sont en burn-out ou qui sont un peu aussi dégoûtés de leur sport à la fin de leur carrière de sport de haut niveau, on peut être dégoûté de la pratique du sport. Bon, ça, c'était pas mon cas. Mais moi, aujourd'hui, je voudrais vous introduire aussi une notion et avoir peut-être aussi votre avis, Régis, sur le sujet.
la notion que j'ai découverte il y a 2 ans de bigorexie. Est-ce que ça parle à quelqu'un ici, la bigorexie? Oui, bah forcément, on a des grands spécialistes, pardon, je ne m'adresse pas au premier rang. La bigorexie, en fait, c'est la dépendance à une activité physique et sportive sur le plan du volume et de la quantité, et de la qualité, pardon. Et donc, du coup, moi, je me retrouve beaucoup dans ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que c'est ce qui me permet de me sortir de cette bigorexie. La bigorexie qui peut amener notamment à des problèmes de santé, à des fractures de la fatigue, à énormément de choses. Et c'était une forme de bigorexie un peu particulière, qui est l'anorexie athlétique, qui est en fait liée à la fois à la nutrition et à la pratique d'une activité physique et sportive. Le fait que, en fait, si j'avais pas pratiqué de sport, j'avais pas le droit de manger. Donc c'était plus un besoin vital, c'était un besoin qui se méritait de s'alimenter, on va dire, entre guillemets, si je puis me permettre. Et en fait, le fait de me plonger dans ces recommandations, le fait de me dire, en fait, aujourd'hui, je suis capable, je suis en mesure de faire du sport pour le plaisir, mais aussi pour ma santé, et ben ça m'a permis en fait de recadrer ma pratique d'activité sportive. En fait, j'ai pris connaissance, j'ai pris conscience de tous ces enjeux autour de ma santé, et je me suis dit, voilà, aujourd'hui, quelles sont les recommandations, qu'est-ce qu'elles m'apportent, pourquoi est-ce que ces recommandations existent, pourquoi est-ce que du coup j'ai tout intérêt à les suivre, pour ma santé, pour l'efficacité aussi au travail, qui sont pour moi 2 critères primordiaux, il y en a d'autres. Et bien finalement, tous les aspects que vous avez évoqués tout à l'heure m'ont permis moi de recentrer ma pratique d'activité sportive et de me sortir d'une bigorexie qui du coup m'avait amené à de nombreux problèmes, notamment cardiologiques mais aussi physiques. Voilà, quand on fait une fracture de fatigue, on se casse une côte, entre autres, ni plus ni moins. Et donc du coup, c'est marrant aussi d'aborder la question via ce prisme en se disant, on a ceux qui en pratiquent pas assez. Et avec ces recommandations, avec ce genre d'intervention qu'on arrive à mettre finalement dans la boucle, dans le moule, et il y a aussi tous ceux qui sont beaucoup moins nombreux, mais qui du coup dans mon cas, et c'est aussi intéressant, et ben sont dans l'inverse et se disent, en fait moi je suis dans l'inverse, j'en pratique trop, c'est néfaste entre guillemets dans une certaine mesure, et j'arrive à me recadrer sur une activité du coup plus modérée, plus régulière et surtout plus bénéfique pour ma santé. Donc ça, c'est un petit peu le point sur lequel je voulais aussi intervenir et qui a fait écho à votre discours tout à l'heure. Vous dire aussi que du coup, les jeux originaux qui vous ont été présentés aujourd'hui, ça s'inscrit totalement dans le type de projet que je compte porter au sein de la CRDS, donc de ce que je représente, parce que c'est aujourd'hui une manière, et ça porte très bien son nom, donc de pratiquer complètement différemment, et surtout de faire bouger les gens. Donc moi je pratique du sport aujourd'hui, mais je sais que, in fine, mon objectif c'est de pratiquer une activité physique et sportive au quotidien. J'ai été sportif de haut niveau, je me suis entraîné tous les jours, ça a été mon sport. Aujourd'hui, malgré tout, je suis fier de prendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. C'est bête, mais voilà, et je suis content de ce genre de transformation parce que c'est important. Et surtout, je pense qu'aussi on peut s'appuyer sur des dispositifs comme ceux du design actif, qui sont, selon moi, pas encore très présents. Et ce qui me permet de rebondir aussi, simplement pour vous aussi répondre, Régis, aujourd'hui il y a des solutions qui existent, il y a des dispositifs qui sont mis en place dans les entreprises, notamment au sein de certaines collectivités du Grand Est, sur lesquels les employés, les salariés peuvent pratiquer une activité physique et sportive sur leur temps de travail. Ça leur est pas décompté du salaire. Et aujourd'hui, le comité régional olympique et sportif du Grand Est déploie aussi, en dehors de Presqu'Imo, sur lequel on travaillait aussi beaucoup, déploie un autre dispositif qui s'appelle Work and Move et qui permet en fait justement, sur ce public particulièrement sédentaire qui travaille en entreprise, de faire le lien à la fois entre les problématiques qui sont les leurs en entreprise, donc avec un diagnostic qui est fait sur mesure, à quelle heure vous travaillez, comment vous travaillez, dans quelles conditions, quelles sont les affinités en termes de sport, quelle discipline est-ce que vous souhaiteriez pratiquer, qu'est-ce qui finalement peut être au service de l'entreprise sans perturber l'activité de l'entreprise et peut se mettre le plus facilement possible dans l'emploi du temps des salariés. Est-ce que vous êtes multisite aussi, notamment, ce genre de choses? Donc on a un diagnostic qui se pose d'un côté, et de l'autre, on a une réponse avec une mise en relation, notamment, entre autres, avec le tissu sportif local. Du coup, nous, on a un répertoire des associations sportives sur le Grand Est, et on a la problématique de l'entreprise, et après on se dit, ok, on vous propose telle solution, telle séance de sport encadrée par tel club sportif, telle séance de sport encadrée par un autre encadrant sportif d'une autre discipline. Enfin, voilà, on a vraiment après plein de solutions qui sont différentes, et à côté de ça, on fait aussi donc intervenir des encadrants sportifs, pas forcément issus des clubs, mais aussi pour faire des échauffements, des réveils musculaires, en fait, tout ce que vous avez cité. Donc, tout à l'heure, ça me démangeait de vous répondre, mais du coup, je dirais pas que c'est en place, mais c'est en train de se mettre en place, parce qu'aujourd'hui, on n'est aussi pas les seuls à y penser. En fait, il y a une problématique qui est double. Aujourd'hui, il y a 87% des dirigeants d'entreprise qui savent
qui ont connaissance, qui ont conscience des bénéfices sur leurs salariés de l'activité physique. Ça, c'est un fait. Donc, du coup, c'est bien. On peut se dire qu'il y a de la volonté. Simplement, il y a deux freins principaux. Déjà, on n'a pas forcément le référent dans l'entreprise qui a le temps de s'en occuper pour mettre en place des activités physiques et sportives. Et il y a la problématique des équipements que vous avez cités. La première problématique, on tâche d'y répondre à travers le dispositif Work and Move que je vous ai très rapidement présenté. Et à côté de ça, Thierry pourra en témoigner, il y a aussi la région qui aujourd'hui a élaboré, en lien avec la CRDS, un appel à manifestation d'intérêt, un AMI, qui permet aujourd'hui du coup de financer notamment des équipements sportifs sur les territoires pour les entreprises, pour permettre justement une douche, un vestiaire, une salle de sport, l'achat de matériel, ce genre de choses qui permettent la pratique d'une activité physique et sportive en entreprise. Parce que parfois ça se joue à ça, uniquement. Et quand on associe ces deux critères, le fait d'avoir du coup un référent, quelqu'un qui puisse coordonner ses activités, et qu'on ait à côté de ça du coup justement les structures, quand on sait qu'on a 87% encore une fois, presque 9 dirigeants sur 10 qui ont conscience des bénéfices sur leurs salariés, on peut se dire qu'à un moment donné, ça risque de matcher. Donc du coup, bon, c'est encore à l'état de frémissement, entre guillemets, si je puis dire, mais il y a quand même des choses qui se mettent en place petit à petit. Donc voilà, ça c'est le point sur lequel je voulais revenir sur le sport en entreprise. Thomas, je sais plus sur quoi tu voulais me faire parler également, je suis désolé. C'est pas grave. Il faut que tu marches. Non, alors on a eu un échange visio pour la préparation de la conférence. Donc juste quand même, je savais pas qu'il était champion olympique. Je l'ai su qu'après, je me suis excusé, mais non, mais ce qui était, en fait, moi, ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai tapé sur You et YouTube après. J'ai tapé Pierre Ouin. Alors j'ai vu ses entraînements charnés quand même. Mais il y a un truc et j'aimerais bien que t'en parles. Et moi, j'étais vraiment ignorant sur cette question-là. C'est quand il y a une vidéo de 5 minutes où il explique en fait que à la fin de sa carrière, il a dû réadapter son corps. En fait, comme tu disais, à revenir à quelque chose de normal, si tu peux quand même, parce que je pense qu'on n'est pas forcément conscient en fait de cette préparation à la suite. On parle beaucoup ils arrêtent d'être athlètes de haut niveau, ils vont retrouver du boulot, ils vont s'insérer socialement, etc. sur certaines choses. Mais en fait, préparer son corps, je crois que tu m'as dit pendant 2 ans, il me semble, et que tu n'avais pas forcément plus de plaisir que ça à faire de l'activité. Enfin voilà, je te laisse parler plus là-dessus. Nous y voilà, ça me revient, le plaisir de l'activité physique. Voilà. En effet, bon là ça c'est vraiment basé plutôt sur un témoignage. On va revenir en 2021, donc avec la fin de ma carrière sportive, avec une situation qui est un peu particulière, l'ensemble de titres que je vous ai cités, avec un collègue qui prend sa retraite, et avec aussi derrière l'immense défi de devoir reconstituer un équipage qui capote, parce que du coup toute une génération arrête avec mon ancien collègue, et donc du coup voilà, je traverse, pour la petite histoire, une période de 2018 à 2021 pas très sympathique sur le plan sportif, et quand on sait la place du sport dans la vie d'un sportif de haut niveau, on se doute que ça affecte beaucoup. Donc l'idée c'est en fait simplement de vous dire qu'en 2021 j'arrête ma pratique sportive, et c'est important parce que beaucoup de sportifs le font, non pas parce que j'estime avoir fait le tour, parce que une parenthèse enchantée comme celle-ci, on se dit qu'elle ne devrait pas se finir, malgré tout si. Mais parce que en fait j'étais finalement vraiment sur la notion, alors on la retrouve beaucoup en entreprise, mais de burn-out. Ma dernière course, je l'ai finie en sanglots, alors que je suis amoureux de mon sport, alors que j'étais amoureux de mon sport, mais parce que du coup j'étais aussi donc arrivé à un moment où ça faisait déjà quelques temps que je ne prenais plus de plaisir à pratiquer mon sport. Alors ça, on sait que c'est, et aujourd'hui c'est aussi prouvé de par pas des études scientifiques parce que c'est dur à prouver, mais par les performances et les témoignages des sportifs de haut niveau qu'on interroge sur le sujet, mais le plaisir de l'activité physique doit être un moteur même au plus haut niveau. C'était plus mon cas. Donc du coup voilà, en 2021 je mets fin à ma carrière parce que j'en peux plus, parce que je sature complètement et parce que je peux plus voir un bateau d'aviron, même pas en photo. Et donc là se pose une grande question, vais-je devenir sédentaire inactif ? Et alors là, du coup, je reviens aussi à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, j'ai découvert la notion de bigorexie dans le sens où finalement, j'ai arrêté l'aviron. J'ai commencé l'aviron à l'âge de 8 ans, pour la petite histoire. J'ai arrêté donc à quasiment 28 ans, donc j'avais 20 ans d'activité physique en aviron avec quasiment quotidienne, parce que c'était quand même pas quotidien dans mes premières années, mais donc pendant 20 ans.
Ça rythme, ça fait vivre, mais à un moment donné, on sature et donc on essaie de trouver son plaisir dans autre chose. Et moi, en fait, j'avais l'habitude de m'entraîner 30 heures par semaine et surtout, j'y ai associé toutes mes réussites. Donc pour moi, c'était quelque chose qui avait tout simplement construit mon identité. Si je ne m'entraînais plus 30 heures par semaine, je n'étais plus Pierre Ouin, je n'étais plus celui que j'étais et celui dont j'étais un peu fier sportivement parlant. Et donc du coup je me suis tourné vers d'autres activités sportives. Bon, ça m'a d'abord, mais du coup j'ai bien compris, on le mettra de côté, amené vers la bigorexie, mais j'en suis sorti. Mais ça m'a permis quand même, malgré tout, de faire face à des changements physiologiques qui sont hyper importants. Parce que quand un sportif de haut niveau met fin à sa carrière et qu'il a fini de s'entraîner notamment sur des sports de force endurance comme les avirons et comme le sont d'autres sports, hein, ou notamment des sports de très haute endurance, et ben en fait on a des changements métaboliques parce que le cœur, les poumons, l'ensemble de votre corps s'est transformé dans un sens, mais il se transforme également dans l'autre. Sauf qu'à un moment donné, il ne comprend plus tout à fait ce qui se passe. On a les parois du cœur qui s'épaississent, notamment quand on pratique l'aviron. Et donc du coup, en fait, on fait face à plein de changements. Et quand on passe de 30 heures semaine à, admettons, à rien, pour ceux qui basculent dans la sédentarité et l'inactivité, et ben justement, on arrive sur des problèmes physiques et physiologiques qui peuvent du coup fortement dérégler le corps et poser de gros problèmes de santé qu'on ne pensait jamais avoir, en se disant j'ai capitalisé 20 ans de sport de haut niveau, je crois que je suis à l'abri pour les 70 prochaines années. C'est complètement faux. J'allais dire malheureusement, mais c'est finalement c'est logique. Et donc du coup, l'idée c'est de faire face à ces changements physiologiques et de se dire en fait il faut continuer à pratiquer une activité physique et sportive régulière. Sauf que moi, dans mon cas, vous l'aurez compris, j'y reviens, j'avais plus vraiment de plaisir à pratiquer l'aviron. Et donc du coup, je me suis demandé mais qu'est-ce qui finalement va réussir à me faire pratiquer un sport qui fait que je vais pouvoir ne pas me mettre en danger, c'est-à-dire que je ne vais pas arrêter l'activité physique et sportive d'un seul coup. Et bien en fait, j'ai abordé une notion que je n'avais pas eue en tête depuis des mois, voire même depuis au moins 2 saisons. Je me suis dit, pourquoi je vais faire du sport ? En fait, je ne veux plus gagner les jeux, parce que j'ai mis fin à ma carrière, je ne veux plus être champion du monde, je ne veux plus rendre fier ma famille, c'était un moteur pour moi, mais finalement je ne peux plus m'appuyer dessus, parce que je ne pouvais plus ramer, et c'était un petit peu la seule discipline dans laquelle je pensais que c'était possible. Punaise, et puis en 4e raison, je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu as commencé l'aviron, pourquoi tu as continué l'aviron, en fait, si aujourd'hui tu n'as plus envie de le pratiquer ? Eh bien, ça peut vous paraître stupide, mais j'ai mis quelques temps à me redire, mais en fait, si tu as mis les pieds dans un bateau d'aviron au début et que tu y es resté, alors que c'est vraiment pas un sport cool, de base, enfin en tout cas, c'est plutôt galérien, et c'est parce que j'ai pris beaucoup de plaisir pendant très longtemps. Et donc du coup, je me suis dit, aujourd'hui, je sais, objectivement, je ne peux plus voir de l'aviron en peinture, je ne peux plus pratiquer ce sport en prenant du plaisir. C'est impossible, au moins dans un premier temps. Et donc en fait, j'ai essayé, j'ai testé d'autres disciplines qui allaient m'apporter 2 choses. La première, du plaisir, comme je vous le disais, une discipline pour laquelle j'ai envie d'aller, à la salle ou autre. Enfin, pour moi, c'était la course à pied, donc c'était juste mettre des baskets. Et surtout, une discipline dans laquelle j'allais aussi me sentir, et ça, on ne l'a pas évoqué tout à l'heure, je pense que c'est un moteur primordial dans l'activité physique de tout un chacun. En fait, le fait de sentir, une chose que je n'avais pas sentie encore une fois depuis des années, se sentir progresser. Se sentir progresser, mesurer des progrès, et du coup, par cette progression, se sentir stimulé, en fait. Et en fait, vous seriez étonné de voir le nombre de personnes à qui vous proposez la pratique d'une activité physique ou d'un sport. Ils sont nuls au début, et moi le premier, dans plein de disciplines, mais en fait, leur appétence, juste le fait de se voir progresser régulièrement, à quel point ça peut stimuler ces gens et à quel point ça peut les fidéliser avec une activité physique et sportive. Et donc en fait, je suis vraiment depuis 2 ans, et donc particulièrement à ce moment-là, à la recherche de ces 2 choses. Prendre du plaisir et me sentir de nouveau progresser. Et c'est, je pense, le message que je veux vous faire passer ce soir, vraiment l'accumulation de ces 2 critères, pour moi, le cocktail un peu finalement parfait de la pratique d'une activité physique et sportive ou d'un sport, et surtout donc de manière régulière et pour votre santé. Pourquoi ? Parce que du coup, quand vous n'en aurez plus envie, c'est que vous en avez fait trop. Quand vous en aurez envie, c'est que vous n'en avez pas fait assez parce que vous êtes en manque. Et quand vous vous sentez progresser, et c'est ce qui vous stimulera de loin le mieux, quoi. Et donc du coup, oui, c'est vraiment à travers ce témoignage et cette expérience-là, qui est en fait forte aujourd'hui seulement de 2 ans, mais dans laquelle finalement j'ai puisé cette expérience que je vous partage et qui fait qu'aujourd'hui j'en suis convaincu.
parce qu'aujourd'hui je fais tout pour rester en bonne santé. J'aimerais aussi rester un athlète, entre guillemets, mais ça c'est autre chose. Mais je suis persuadé que sur ces 20, 30, 40 prochaines années, je resterai dans la même perspective et je continuerai à découvrir d'autres activités physiques et sportives pour continuer de progresser, continuer de m'amuser et continuer d'avoir envie de pratiquer. Et vous voyez, c'est important parce qu'on parle quand même d'un sportif de haut niveau qu'on imagine fidèle à sa discipline, accro. Et aujourd'hui, voilà, je viens de prendre ma licence depuis 2 semaines dans un club de tennis. J'ai jamais tapé dans une balle de tennis. Mais aujourd'hui, je suis fier, je suis heureux de vous dire que moi, Pierre Ouin, champion olympique, quadruple champion du monde d'aviron, triple champion d'Europe d'aviron, tout ce que vous voulez, eh ben, je suis particulièrement stimulé et fier de me pointer tous les lundis soirs de 19h à 20h30 au club de tennis des Célés Nancy pour taper dans la balle avec des mecs qui sont à des années-lumière de penser que je suis champion olympique d'un autre sport parce qu'ils en savent rien du tout et on n'en a rien à cirer, mais juste parce qu'en fait, eh ben, je vais jouer à un jeu pendant 1h30 et que en fait, ben, le soir, je vais bien dormir juste pour ça, quoi. Et que ça, pareil, ça m'est pas arrivé depuis 2 ans, depuis la fin de ma carrière, de réussir à bien dormir et de réussir à être en adéquation à la fois avec moi, parce que je me faisais plus plaisir, mais aussi avec ma santé. Voilà, un petit peu la manière dont je pouvais aborder un petit peu ce témoignage. T'as bien répondu. Est-ce que, avant de peut-être le libérer, est-ce que vous avez des questions? Alors, je viens là, puis après je vais tout en haut. Oui, je voulais vous demander quand même, vous dites que vous n'avez pas pris de plaisir, pas beaucoup de plaisir en faisant du haut niveau. J'ai peine à vous croire quand même, parce que vous deviez être motivé quand même pour faire du haut niveau. Moi j'en ai fait pendant 3-4 ans du haut niveau. Bon, c'est vrai que c'est très 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 dur. Le jour que j'ai arrêté, je vais vous le dire franchement, c'est comme si je sortais de prison. Je les ai regardés, je suis arrivé à la salle avec mon sac, je les ai regardés, il n'y a pas un qui m'a causé, j'ai fait demi-tour, ils m'ont jamais revu. J'ai été au bistrot du coin, j'ai bu une bière, puis je me suis dit, bon sang, je suis bien là. Alors, je vais pas dire que j'ai perdu mon temps. Non, c'était mon plaisir, c'était mon adrénaline. J'en avais besoin. Je l'ai fait pendant plus de 10 ans. En très haut niveau. Hein. Je m'entraînais quand même 4 fois par semaine après mon travail, pendant 3 heures, 3h30. Je peux vous dire que, et quand j'ai travaillé à Belfort, je m'entraînais tout seul dans mon garage. Et j'ai réussi à aller en équipe de France comme ça. Mais, bon, j'ai un athlète aujourd'hui qui peut aller aux Jeux Olympiques. En vous entendant, comment dire, vous ne donnez pas envie aux jeunes de faire du très haut niveau. Moi, ce que je vois, par exemple, quand j'ai arrêté 10 ans. Et un jour, j'ai entraîné ma fille, qui a fait du très haut niveau, qui a été 2 fois 3e au monde. Et je suis devenu entraîneur par hasard, et je suis devenu un très bon entraîneur. J'aurais pu être entraîneur national, sauf que j'avais mon premier degré fédéral. Ce qui ne veut pas dire que j'étais... J'ai sorti 3 athlètes qui ont été au jeu. On a un club à Londres qui a été 6 fois meilleur club français. On sort des athlètes, mais je pense pas que je les mène à l'abattoir. Je les entraîne intelligemment. J'ai mon entraîneur qui est salarié aujourd'hui, que j'ai eu à 14 ans au club, qui est un très beau coach. Et je peux vous dire que je leur donne l'envie de faire du haut niveau. Et ils perdent pas leur temps, et je pense pas que, en vous écoutant, je pense pas que on leur fait du mal ou quoi que ce soit. Moi, quand j'ai arrêté, c'est vrai, quand on arrête, c'est qu'on a forcément été soi-disant au bout, ou alors, comme vous êtes tombé sur un partenaire qui n'équivalait pas à celui que vous avez perdu, puis quand on perd son partenaire, on est coupé en deux, quoi. Hein. Ça, je le comprends très bien. Moi, ça m'a... C'est vrai que c'est comme si je sortais de prison. C'est vrai que ça demande beaucoup, que ce soit dans la vie sociale, dans le travail, dans quoi que ce soit. Enfin, j'étais quand même à peu près un petit peu aidé mais par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, pas beaucoup. Mais voilà, ce que je voulais vous dire. Nous, on fait du haut niveau, mais on fait attention et on essaie de... Il y a une chose aussi, on essaie de les intégrer dans la vie, on les prépare à l'arrêt du haut niveau. Parce que c'est vrai que quand tu fais du haut niveau, c'est très bien, t'es à l'INSEP comme Brandon, mais le jour que ça s'arrête,
Voilà, c'est ça. Donc on les prépare un peu. Tout à fait. Voilà. Alors c'est de l'haltérophilie. Pour être... Oui, je connais bien, je connais bien. Bon Vous courage. avez déjà participé à une réunion que j'ai organisée. Alors, je crois que du coup, il y a juste une petite confusion. Justement, le fait de ne plus prendre de plaisir, le fait que vous ayez pris plus de plaisir à boire une bière au lieu d'aller vous entraîner, c'est que le fait, justement, c'est le marqueur, c'est-à-dire que c'est une alarme, c'est le moment d'arrêter. Sur 20 ans d'aviron et sur une carrière de plus de 10 ans, ce que je vous explique là, ce burn-out, c'est la dernière saison. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, j'étais plus à ma place. Tout le reste, et ça vous l'avez pas relevé par contre, je l'ai dit que c'était une parenthèse enchantée en fait. Et j'ai pris énormément de plaisir dans ma pratique du sport de haut niveau et je souhaite à toutes et à tous de vivre de leur passion, de rendre fiers leurs proches, d'aller chercher des médailles parce que c'est ce que j'ai fait de plus beau, c'est ce dont je suis le plus fier. Attention, je dis pas qu'on ne prend pas de plaisir en faisant du sport de haut niveau. Par contre, je dis que le jour où c'est le cas, il faut se poser les bonnes questions. Il faut se dire pourquoi je suis là. Le plaisir, et au contraire, c'est vraiment le sens de mon discours, et j'espère que vous l'avez compris comme ça. Le plaisir, c'est le moteur fondamental de la pratique, de manière générale. Quotidiennement pour sa santé, mais pour le haut niveau aussi. Et c'est aussi pour ça. C'est pas que la faute du collègue. C'est aussi parce que moi, je ne prenais plus de plaisir, que je ne battais plus mes records, que j'étais plus le meilleur sur la scène internationale. Voilà, donc non, je vous rejoins complètement. Il faut que les jeunes fassent du sport de haut niveau, pas que, on ne peut pas avoir que des champions. Mais moi, si je devais, à l'inverse, parler de mon expérience de 10 ans plutôt que de ma dernière année qui a été plus compliquée, j'espère qu'en sortant d'ici, vous seriez tous sur un rameur. Parce que c'est ce que j'ai fait de plus beau. Clairement, on est complètement d'accord là-dessus. Oui, en effet. Mais par contre, et c'est le sens aussi, c'est pour ça que Thomas me fait intervenir aujourd'hui, c'est que quand il n'y a plus de plaisir, il faut essayer de le retrouver. Et moi, je l'ai retrouvé à travers d'autres disciplines et à travers d'autres plaisirs, notamment ceux de progresser. Ouais. Et je vous rejoins complètement pour la bière. Du coup, j'ai deux questions. La première, c'est, on parle de plus en plus du burn-out professionnel. C'est très reconnu dans les entreprises. Qu'en est-il dans le milieu des sportifs de haut niveau? Parce que au cours de votre discours, je me suis demandé plusieurs fois, mais à quel moment a-t-il reçu l'accompagnement dont il aurait eu besoin, en fait? Et ma seconde question, c'est pensez-vous qu'en termes de prévention justement auprès des jeunes, le travail soit suffisamment efficient pour éviter ce genre de situation? Ouais, alors c'est une très bonne question. Je ne vais pas blâmer ma fédération parce que je pense que c'est le cas dans aujourd'hui beaucoup de fédérations et c'est vrai que quand on est sportif de très haut niveau, qu'on est dans un groupe olympique, je sais pas, chez mes mots, on est les vaches à lait de la fédé. Enfin, clairement, on entraîne des sportifs et des sportives pour ramener des médailles. Malheureusement, aujourd'hui, les fédérations sont la plupart du temps concentrées sur cette vocation, alors que c'est loin, et je le réalise aujourd'hui que je suis sorti de ma bulle de haut niveau, c'est loin d'être leur seule mission, entre guillemets. Donc du coup, c'est un sujet qu'on a du mal à aborder. D'une part, parce que justement, la fédération ne juge pas que ce soit finalement son rôle et fait peut-être un peu trop confiance à ces athlètes-là, mais peut-être un peu trop sur un piédestal comme beaucoup de monde. Et d'une part, parce qu'aussi en tant qu'athlète, c'est difficile d'en parler. C'est difficile d'en parler et c'est aussi difficile de donner des signes, de donner des signaux d'alerte. Parce qu'en fait, on est les seuls, et parfois on ne réalise même pas, mais on est les seuls à savoir qu'on est dans cet état-là finalement. Et quand on est sportif de haut niveau, il y a un trait de caractère qu'on a quasiment tous en commun, c'est qu'on est souvent, généralement, très têtu. Et vous voyez, quand on a un sportif de haut niveau comme moi qui, en fait, sur sa dernière année, était à 150% du programme fédéral en termes de volume, vous vous dites, ce mec, il est motivé, en fait. En fait, oui, le genre de signaux paradoxaux, finalement, qu'on peut envoyer, c'est de se dire, en fait, le mec, il fait beaucoup plus que le programme, il va bien dans sa tête, sinon il n'irait pas. Mais c'est qu'en fait, non. Finalement, il y avait quelque chose en dessous qui était un poil plus complexe. Donc finalement aussi, c'est pour pas blâmer les fédérations, c'est un sujet dont il est vraiment particulièrement difficile de s'emparer, parce que les signaux sont inexistants, qu'on va avoir du mal à faire parler les athlètes dessus, et que surtout, qu'est-ce qu'on met en place, quoi. Qu'est-ce qu'on met en place? Par contre, ce qui est tout à fait faisable et envisageable, c'est d'accompagner les athlètes
Alors, à la fois physiologiquement sur des programmes de désentraînement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des tas de transformations qui apparaissent quand on s'entraîne énormément, et il y a des tas de transformations qui apparaissent dans l'autre sens quand on arrête de s'entraîner. Le corps se pose beaucoup de questions à ce moment-là, et c'est pour ça que notamment au Canada, sur la Fédération d'aviron, il y a un programme de désentraînement qui existe, sans forcément avoir un accompagnement au quotidien, mais on leur dit voilà, tu t'es entraîné comme ça pendant 10 ans, et ben là, sur peut-être les 6 prochains mois ou sur l'année qui suit, essaie de suivre la ligne du programme qu'on te présente qui va t'accompagner sur ce changement physiologique qui t'attend et sur lequel tu n'es pas forcément prêt. Et d'un autre côté, il y a un accompagnement aussi psychologique. Et là, c'est là où on a plus de dégâts. Hein. On va citer Michael Phelps, par exemple, hein, pour ne citer que lui. Alors lui, il a la chance d'être revenu et d'avoir regagné les Jeux. Mais entre-temps, il est devenu toxico et alcoolique. Et là-dessus, en revanche, il y a un accompagnement qui n'est pas encore aujourd'hui fait et qui, pour rester dans le thème de la soirée, en fait, pose un vrai problème parce que ces personnes qui sont censées montrer l'exemple d'une pratique d'activité physique et sportive et d'être en bonne santé, bon là athlétique, mais bon, qui sont censées être ces fervents défenseurs de la contre-sédentarité et de la pratique d'une activité physique, et ces personnes, en fait, on se retrouve avec des personnes qui sont parfois brisées psychologiquement et qui sont allergiques au sport. Et là, finalement, les fédérations ont un rôle à jouer parce qu'on doit pouvoir s'appuyer sur ces athlètes quand ils ne sont plus dans une carrière, justement pour promouvoir les messages qu'on essaie de faire passer ce soir. Sauf que la plupart ne sont pas en mesure de le faire. Alors, je suis obligé d'aller un petit peu plus vite. On peut applaudir Pierre. Merci Pierre. Merci.